président du Faso, Blaise Compaoré, était en début de semaine à Bamako, au Mali. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne a relancé le dialogue de sortie de crise. À cet effet, Blaise Compaoré a rencontré toutes les composantes de la société malienne. Et puis plus de 12 millions de francs CFA pour les cotonculteurs de Houndé. Cette somme va servir à indemniser ces agriculteurs qui ont subi des sinistres lors de la campagne écoulée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Au Mali, les acteurs politiques saluent unanimement la relance de la médiation Compaoré pour la paix. À la suite des corps constitués, des hauts responsables de l'État et de la majorité, nous vous proposons les réactions de l'opposition et des autorités religieuses qui étaient reçues par le président du Faso pour des échanges sur leurs attentes et recommandations. Propos recueillis au micro de Agima David Kiombiano. Sur les propos du président du Burkina, nous avons eu quand même intervenir aussi. C'est parti dans le même sens parce qu'il s'agit quand même des problèmes qui sont des problèmes actuels, des problèmes brûlants. Le président du Faso a joué un grand rôle depuis les événements de mars 2012. Il a pu faire signer l'accord de Ouagadougou. Et dans cet accord, il faut retenir qu'on a obtenu l'unicité du pays, c'est très important, la laïcité, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. On a aussi obtenu le fait de pouvoir faire les élections présidentielles et les élections législatives. Je crois que ça a été une étape très importante. On a obtenu aussi le cessez-le-feu, je crois qu'il faut le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, si le président du Faso vient ici, il faut le remercier pour toutes les actions qui ont été faites, l'encourager à poursuivre et surtout pour nous mettre disponibles. Nous sommes disponibles à l'opposition pour toute solution qui pourrait faire avancer le pays vers la paix, vers la sécurité, vers la quiétude au niveau des populations. La situation est bien sûr difficile, mais je crois que tous les enfants du Mali se sentent concernés, nous nous sommes sentis concernés. C'est pour ça que nous sommes venus à cette rencontre et nous avons réaffirmé notre disponibilité pour travailler à une solution définitive. 15 ans de suivi des établissements publics de l'État, bilan et perspectives. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin dans notre capitale la 15e session de l'Assemblée générale des EPE. 67 établissements sont concernés par cette 15e session. Reportage signé Drissa Serré. Juillet 2000, juillet 2014, 15 ans déjà que le gouvernement a réussi à organiser sans discontinuer l'Assemblée générale des établissements publics de l'État EPE. Cette 15e session qui a été placée sous la thématique 15 ans de suivi des EPE, bilan et perspectives, se veut un moment d'introspection et de projection dans l'avenir. Le but étant d'encourager les EPE à redoubler d'efforts pour relever les nouveaux défis. En dépit des résultats appréciables obtenus par nos établissements publics, d'importants défis restent encore à relever pour mieux répondre aux attentes et pressantes des usagers des services publics. C'est pourquoi, après ces 15 années de fonctionnement, il s'avère nécessaire de marquer une halte pour procéder à une véritable introspection. Ce temps d'arrêt est nécessaire pour mesurer la portée de nos actions, c'est-à-dire établir un diagnostic sans complaisance, mieux appréhender nos forces et nos faiblesses et proposer les remèdes appropriés en vue de l'atteinte de l'efficacité et de l'efficience optimale que nous appelons tous de nos voeux. Pour la présente session, l'Assemblée va examiner les rapports de gestion et les états financiers de 67 EPE. 2 établissements, le Fonds de l'eau et de l'équipement rural FER et l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale AGEMAP, transformée en société d'État, participeront pour la dernière fois à cette Assemblée générale. 4 établissements présenteront des rapports d'explication et 7 autres nouvellement créés participeront en qualité d'observateurs. Du rapport général, il ressort que dans l'ensemble, les EPE ont fait l'objet d'une bonne gestion en 2013. La subvention de l'État allouée aux EPE de 84 milliards 495 millions de francs CFA en 2012 à 90 milliards 110 millions de francs CFA en 2013, soit un accroissement de 6,65%. Cette évolution positive de la subvention dénote le grand intérêt que l'État accorde à ses démembrements
considérés comme des acteurs clés de la mise en œuvre des politiques sectorielles du gouvernement. Le taux de couverture des dépenses par les recettes pour l'ensemble des EPE produits des états financiers a connu, somme toute, une baisse. En 2013, ce taux était de 125,91% contre 130,75% en 2012. En dépit de cette baisse, ce ratio qui se situe au-dessus de 100% témoigne cependant de la prudence toujours observée par les responsables des EPE dans la gestion des ressources publiques. Les recettes propres générées par les EPE sont passées de 83 milliards 777 millions de francs CFA en 2012 à 25 milliards 939 millions de francs CFA en 2013, soit une progression de 8%. Je voudrais à cet effet inviter les dirigeants des EPE à développer des initiatives tendant à l'amélioration de leur niveau d'autofinancement. Aussi bien sur les aspects financiers et non financiers, les aspects organisationnels, les acteurs réunis au cours de cette session vont débattre de toutes les préoccupations liées au bon fonctionnement des EPE. Ce jeudi 3 juillet 2014, les principales articulations du traditionnel point de presse du gouvernement étaient axées sur le bilan des examens de fin d'année dans le contexte de l'état de mise en œuvre de la campagne d'alphabétisation 2014. D'autres points non moins importants ont été également abordés à cette rencontre. Il s'agit de la mort du président Gérard Kango Ouédraogo et de la télévision numérique terrestre. Ce point de presse a été animé par Mme Koumba Bolibari et par M. Alain-Édouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Avec un taux de succès de 82,2%, le bilan de la session 2014 du CEP est jugé honorable selon Koumba Boli et le taux d'admis est en hausse de 21,23% par rapport à l'année précédente. Au total, 344 982 candidats, dont 180 271 filles et 164 711 garçons, ont pris part à cette session de 2014. Cette année, 2137 candidats des écoles bilingues ont composé. Pour l'examen du certificat, nous prenons également en compte les élèves des écoles de langue arabe. L'opérationnalisation du continuum est en marche depuis octobre dernier et les objectifs de la première année de mise en œuvre ont été tous atteints. Les efforts du gouvernement devraient se poursuivre dans ce premier temps de renforcement, bien sûr, des ressources humaines. À cet effet, il est prévu de recruter 4 800 instituteurs et institutrices adjoints certifiés en 2014. La mise à disposition aussi de 2 800 sortants des ENEP, de 504 enseignants de l'université de Koudougou et bien sûr de l'IDS, et le recrutement de 475 professeurs d'enseignement général. La réforme donc du certificat. Outre la continuation de la mise en œuvre du continuum qui va entrer dans sa deuxième année et se caractériser par des transferts de tous les CG au MENA, les réflexions vont se mener sur les évaluations de fin de cycle. Comme il fallait s'y attendre, les questions d'actualité ont porté sur la télévision terrestre numérique. Il ressort que les télévisions privées sont plus en avance sur la question du numérique, selon Alain-Édouard Traoré. Le gouvernement travaillera à respecter la date butoir du 17 juin 2015 et l'adaptateur pourrait être une solution palliative afin de permettre aux téléspectateurs de continuer à recevoir des images. Aujourd'hui, la plupart de nos télévisions sont équipées pour pouvoir, je dirais, produire en numérique. Et il n'y a d'ailleurs que la télévision publique qui a les plus gros problèmes. Parce que c'est une télévision qui date de 1963 et qui a suivi les étapes de l'évolution technologique en la matière. Mais pour les télévisions privées qui existent au Burkina, en fait, ces télévisions privées sont nées dans un contexte du numérique et ont acheté directement des équipements numériques pour pouvoir produire. Mais entre la production et la diffusion, il y a une étape à réaliser. Et cette étape est la plus importante et la plus coûteuse. Il s'agit pour nous de construire sur l'ensemble du territoire et des infrastructures, émetteurs, antennes, récepteurs, réémetteurs, sur 35 sites
sur le territoire national qui ont été choisis pour faire en sorte que, à la mise en œuvre de la TNT, nous ayons un taux de couverture du territoire de 98 à 100%. À ce point de presse, la disparition de Gérard Kango Ouédraogo, l'un des grands baobabs du monde de la politique, n'est pas passée sous silence. Et puis fin hier à Ouagadougou d'une rencontre entre la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union européenne. La rencontre avait pour but de créer les conditions d'une bonne préparation des opérations de mise en œuvre du programme indicatif régional de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Le reportage est signé Bouma Ernest Nebier. Cette rencontre, qui a regroupé entre autres les présidents des commissions de la CEDEAO, de l'UEMOA et une délégation de l'Union européenne, a permis d'échanger sur les modalités de la mise en œuvre du programme indicatif régional PIR du 11e Fonds européen de développement FED. Nous nous sommes entendus sur la répartition de l'enveloppe du programme indicatif régional. C'est l'occasion pour moi de réitérer notre appréciation à notre partenaire européen pour avoir accepté de doubler l'enveloppe allouée à l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du 11e FED par rapport à l'enveloppe de 600 millions d'euros qui nous était allouée pour le 10e FED. Nous avons, en même temps que adopté les grandes lignes de la programmation, adopté les termes de référence du comité d'orientation stratégique, nous avons arrêté le calendrier des actions qui doivent nous mener d'ici à la fin de l'année à achever l'exercice de programmation pour que nous soyons à même, à la fin de l'année, de pouvoir démarrer la mise en œuvre du 11e FED. Ce 11e FED sera injecté dans 3 secteurs jugés prioritaires en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, de l'intégration économique régionale et de l'aide au commerce, et enfin de la résilience et la gestion des ressources naturelles. Ouverture le 1er juillet dernier d'un atelier de formation des membres et du personnel de la Commission nationale des droits de l'homme. L'objectif principal de cette rencontre, le renforcement des capacités des membres et du personnel de la CNDH. Le reportage est de Yolande Lombo. Ils sont membres de la Commission nationale des droits humains et ont été nommés 7 ans après la fin du mandat des membres sortants en 2013. Au regard des systèmes de protection des droits de l'homme au plan international et national, la présente session de formation deuxième du genre a donc pour but de renforcer leurs capacités afin que la CNDH puisse reconquérir sa qualité de membre du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme CIC. C'est une formation qui va nous permettre de rebondir, de repartir de nouvelles bases, parce que depuis une certaine léthargie, la CNDH souffrait justement de certaines insuffisances sur le plan organisationnel et sur le plan fonctionnel. Et pour aider la CNDH à corriger ses erreurs, une analyse de la structure pour en évaluer la conformité aux principes de Paris et aux bonnes pratiques sur le plan institutionnel et opérationnel sera également faite au cours de cette rencontre avec l'appui technique et financier du PNUD et du Bureau régional aux droits de l'homme basé à Dakar. Un séminaire régional sur l'échange d'expertise et de bonnes pratiques en matière d'enquête pénale des infractions liées aux armes à feu se tient du 2 au 4 juillet à Ouagadougou. Les participants sont venus d'une dizaine de pays et ont un profil de juge d'instruction, de procureur général ou d'officier supérieur de police judiciaire ou de gendarmerie. Ils se réunissent sous l'initiative de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le civisme. Le reportage porte la griffe de Evelyne Dabiré. Ce séminaire régional se tient dans un contexte de criminalité de plus en plus croissante, d'où ces échanges d'expériences en matière de criminalité liées aux armes à feu dans la région. Et des thèmes comme l'identification, la localisation et le traçage des armes à feu et les défis de la coopération judiciaire en matière de trafic d'armes seront débattus afin d'atteindre ces finalités en vue. Je crois que ce sont ces échanges qui vont permettre aux décideurs de prendre
prendre des décisions pour renforcer et ancrer davantage la volonté des décideurs pour combattre cette forme de criminalité qui sont hautement préjudiciables à notre société. Parce que comme cela a été rappelé, toute forme de développement s'appuie sur un environnement de paix, un environnement de sécurité. Et pour l'atteinte de ces finalités, l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'ambassade de l'Union européenne se tiennent aux côtés des 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec un absent, le Bénin, les 10 pays présents que sont la Gambie, le Tchad, pays frontalier du Burkina, auront à faire de cette rencontre de 72 heures une plateforme de renforcement de leurs capacités en matière d'investigation et de poursuite criminelle. Difficile installation de la campagne agricole cette saison dans la région du centre-est avec une disparité constatée d'une zone à une autre à cause de la mauvaise répartition des pluies. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné l'ensemble de la région. La zone la plus touchée par ce retard est la province de Kouritenga qui enregistre à nos jours seulement 25% du taux de semis. Le reportage est de Daniel Kambou. Ce périmètre risicole est l'exploitation de cette productrice du village de Paroukou, c'est dans le département de Tenkodogo. Cette dame qui y a semé du riz depuis plus de 2 semaines appelle la pluie de tous ses voeux. Nous avons labouré, nous avons semé, mais il n'y a pas de pluie et c'est déplorable. Que faire? L'installation de la campagne agricole dans le centre-est diffère d'une zone à une autre à cause de la mauvaise répartition de la pluviométrie. Il faut se dire que la campagne a véritablement démarré au cours du mois de juin. Mais particulièrement dans certaines zones, dans certaines localités, il y a des pluies qui ont été enregistrées dès le mois d'avril et des semis ont été effectivement opérés au cours du mois de mai. Bon, c'est ainsi que, par exemple, il y a des zones où actuellement ils sont à des stades de labour, hein, pour ceux qui sont vraiment en train de commencer. Bon, il y en a également qui sont à des taux de semis qui tournent autour de 75%. Par contre, comme je l'ai dit, là où ils ont démarré un peu tôt, là où les semis ont été effectués en mai, les opérations culturelles là, sont vraiment à un niveau de cyclobinage assez avancé. Le retard le plus constaté, c'est dans la province de Kouritenga, où le taux de semis ne dépasse pas les 25%, toutes spéculations confondues. Dans le Boulgou et le Koulpelogo, l'état végétatif présente assez d'espoir, surtout pour le sorgho, le mil, le maïs et le coton, qui sont pour la plupart des exploitations au stade de la levée, du talage ou à un début de montaison. Le terrain s'est déjà labouré. Maintenant, on attend la pluie pour seulement commencer le semin. On a eu la chance aussi d'avoir le maïs certifié, qu'on nous a donné en tout cas 15 kilos à 1000 francs. Ça veut dire moi j'ai pris 30 kilos pour 2 hectares. Pour faire face à ces caprices de Dame Nature qui pourraient compromettre les résultats en fin de campagne, tous les scénarios sont prévus par les services d'encadrement. Maintenant, ce que nous allons les conseiller, c'est vraiment l'utilisation de ces semences de variétés améliorées que nous les distribuons. Surtout, ce sont des variétés à cycle court. Donc, nous croyons que nous sommes pour le moment âgés. Nous pensons que quand même, ils pourront avoir de bons rendements. Pour cette saison, la région du Centre-Est affiche une prévision de plus de 400 000 tonnes de céréales et d'environ 90 000 tonnes de cultures de rente. Les autres cultures vivrières, telles la patate, le niébé et le guanzou, pourraient dépasser les 60 000 tonnes. Et puis il a abondamment plu sur Ouagadougou aujourd'hui. On espère qu'il a plu également sur l'ensemble du territoire national. Dans tous les cas, à la face que cette pluie soit bienfaisante. Ceci dit, 12 800 000 francs CFA, c'est la somme reçue par 2 groupements de producteurs de coton à Houndé, une somme qui représente l'indemnisation pour le sinistre enregistré dans leur champ pendant la campagne écoulée. Et cela a été rendu possible grâce à l'assurance récolte à laquelle ils ont souscrit. Le reportage est de Karim Sissé. Pour la campagne agricole 2013-2014, ils étaient 18 groupements de producteurs de coton GPC dans la zone cotonnière de Houndé à avoir souscrit à l'assurance récolte. Sur les 18 GPC, 2 ont été déclarés sinistrés. Et grâce à l'assurance récolte à laquelle ils ont souscrit, ils reçoivent aujourd'hui une indemnisation d'une valeur totale de 12 800 000 francs CFA. Nous remercions tous ceux qui ont eu l'initiative d'une telle opération.
Lorsqu'on nous a présenté l'assurance récolte, nous avons souscrit. Voilà qu'aujourd'hui, nous bénéficions du fruit de notre assurance. Cela va nous permettre d'oublier des pertes que nous avons enregistrées dans nos champs. Selon le représentant du président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, l'avenir de la filière coton passe par la nécessité de sécuriser les revenus des cotonculteurs. Et l'assurance récolte serait une solution à même de garantir la pérennité de la production cotonnière. Il faut quand même qu'on remercie les autorités du Burkina Faso qui ont créé ce leadership, raison pour laquelle les partenaires sont dentés pour nous supporter les cotonculteurs. Franchement, on est très contents aujourd'hui. Sincèrement, quand on essaie ça, les uns doutaient. Et voici, on a vu les réalités. Il faut que les producteurs adhèrent massivement à ces produits. Voilà, parce qu'il faut garantir tout. Même si c'est possible, même ton réparat, il faut les garantir. Les initiateurs de l'assurance récolte comptent étendre l'opération à bien d'autres spéculations. On n'entend pas évidemment s'arrêter qu'à la production de coton, il y aura la production de maïs et puis il y aura d'autres couvertures de risques qui vont permettre donc à toutes les populations, pas seulement celles qui sont présentes dans les grandes villes, que ce soit Ouagadougou ou Bobo, pour ne citer que les deux plus grandes, et permettre vraiment à l'assurance de couvrir toutes les populations contre... Avec ces chèques reçus, les deux GPC pourront répartir sur de bonnes bases en ce début de campagne agricole. Et puis Amina Bila, présentatrice de l'émission Écofinance, distinguée par l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle reçoit le prix de la personnalité individuelle ayant marqué le monde de la finance publique en Afrique de l'Ouest francophone. Elle a été choisie parmi près de 500 anciens étudiants de cette école de formation des hauts cadres de la finance. Madame Bila a notamment contribué à la promotion des finances et politiques publiques grâce à son professionnalisme et surtout son dynamisme à travers l'émission Écofinance. Le prix lui a été remis la semaine dernière à Abidjan, Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie de graduation. Le reportage est signé Simon Gongo. Des applaudissements nourris pour saluer le trophée. Amina Bila est distinguée personnalité physique ayant contribué à la politique économique et à l'avancée des finances publiques en Afrique de l'Ouest francophone. Son professionnalisme, son dynamisme et sa contribution à la promotion des finances publiques au Burkina et dans l'UEMOA ont retenu l'attention du jury. En plus de ce qu'elle fait au niveau de la direction du budget, il y a cette émission qu'elle anime, qu'elle a créée, qu'elle anime, qui est Écofinance, qui a un impact important sur la vie économique au Burkina. C'est une émission que nous savons largement suivie et qui amène à des interrogations, à des rectifications au niveau de la conduite des politiques économiques. Et c'est ça qui a retenu notre attention. Passée par cette école de hautes études en gestion de politique économique, il y a 10 ans, Amina Bila est aujourd'hui experte de l'UEMOA et experte du FMI. En recevant ce prix premier du genre du GPI Abidjan, Madame Bila n'a qu'un vœu. Cette distinction à notre adresse, qui, soit dite en passant, est une excellente initiative du GPE, est une invite aussi pour chacun d'entre vous à plus d'efforts et plus d'engagement sur les chantiers de développement de nos États. Aussi voudrais-je nous inviter collégialement à mettre l'expertise acquise au GPE Abidjan en pratique afin que le potentiel de croissance et de développement de notre continent puisse être valorisé et exploité au maximum. Retenue sur 482 diplômés des 14 promotions de ce programme, Amina Bila fait la joie des pensionnaires du GPE. Ce prix donné en pleine graduation est un symbole. Inciter les nouveaux à suivre les pas des devanciers. Ça fait beaucoup plaisir de voir que parmi les lauréates, il y a une femme, la dame venant du Burkina. Et nous étions très réjouis. Et cela nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous pouvons nous dire qu'à l'avenir, nous aussi, nous pouvons être à sa place, pourquoi pas. Cela prouve vraiment que c'est une formation sérieuse qui est organisée au niveau du GPE. Et nous comptons sur tous les autres GPistes pour mettre en application la formation que nous venons d'apprendre. Au-delà de la récompense, Amina Bila le sait, elle doit donner encore plus pour continuer à être une référence dans son domaine en Afrique.
Les 200 jeunes qui sont en formation à Zignaré dans le domaine de la maçonnerie ont reçu la visite des partenaires du projet. Ces jeunes qui se forment dans l'utilisation de blocs de terre comprimés feront à l'issue de leur apprentissage des exemples pour d'autres jeunes de notre pays. Le reportage est signé Moussaki. Des maisons d'habitation et des services construits avec des blocs de terre comprimés. C'est une mode de construction qui s'installe petit à petit au Burkina Faso et se veut être aujourd'hui un pôle d'emploi. 200 jeunes du plateau central sont à la maison des artisans de Zignaré pour acquérir des connaissances dans le domaine de la maçonnerie pour espérer conquérir le marché du bâtiment. Ces jeunes bénéficient du soutien de l'ambassade de Luxembourg au Burkina. Ils sont 5 mois dans une formation de 6 mois. Vous allez voir derrière moi déjà une des premières réalisations. Nous nous enquérons en fait de la manière dont ça s'est déroulé pour tirer des enseignements pour l'avenir. Et évidemment, au-delà des dossiers, c'est 200 apprenants ici, c'est 200 projets d'avenir. Et ça fait toujours du bien de sortir des couloirs de Ouagadougou pour venir sur le terrain voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a exprimé tout son engagement à poursuivre cette initiative pour le bonheur des jeunes. Notre mission première, c'est d'abord de financer l'acquisition du savoir. Mais nous ne sommes pas fermés à toute possibilité de partenariat avec toute autre structure qui est aussi pour mission d'accompagner ceux qui ont déjà une formation à pouvoir s'installer. Et dans ce sens, nous sommes déjà tout naturellement en partenariat avec d'autres fonds d'insertion où on pourrait signer des conventions, mais dans le cadre général du FAFPA pour permettre à tous les formés du FAFPA de pouvoir aussi avoir des portes ouvertes au niveau de ces fonds-là. Ces jeunes ont donc 6 mois de formation théorique et pratique pour devenir des futurs maçons. Mais en attendant, leur souhait est de permettre à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de ce genre d'encadrement dans le domaine de la maçonnerie. L'Association des jeunes entrepreneurs a organisé le vendredi 27 juin dernier la première édition de sa journée de don de sang. Cette initiative rentre dans le cadre du lancement de ses premières activités. La cérémonie a été placée sous le parrainage de M. François Compaoré, conseiller spécial à la présidence du FASO. L'association compte plus de 100 membres et œuvre pour le bien-être des jeunes entrepreneurs. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Rendre disponible ce liquide précieux qu'est le sang aux malades, c'est l'objectif que s'est fixé l'Association des jeunes entrepreneurs AJE en organisant cette collecte de sang. L'initiative, une première pour l'AJE, émane de l'engagement de ces jeunes entrepreneurs d'aller au-delà de leur travail quotidien et faire toute autre œuvre utile à la société. Ce qui nous a motivés à donner ce sang, parce qu'en temps pluvieuse, s'il y a manque de sang dans l'hôpital. Et nous avons décidé que, comme la saison pluvieuse a commencé, nous voulons donner notre sang pour sauver des vies. Le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a besoin de plus de 200 poches par jour pour couvrir la région. Cette période est une période difficile pour nous. Nos grands donneurs, qui sont les élèves et les étudiants, sont en vacances actuellement. Nous avons vraiment besoin de 220 poches par jour pour couvrir les besoins de la région du centre. Alors que les élèves n'étant pas là, on ne peut même pas avoir 70 poches par jour. Ça fait qu'on a un grand manque à gagner. Les responsables du centre estiment avoir 50 poches de sang pour cette collecte. Ils lancent un appel à la population. C'est en ces périodes de pluie, de paludisme et d'anémie chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes que le besoin de sang est grand. L'Association des jeunes entrepreneurs n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage organiser d'autres activités pour les semaines à venir. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi. Je serai très heureux de vous retrouver demain vendredi pour l'édition de 13h15. Merci, au revoir et à demain.